Salut tout le monde! Alors il y a Vince qui a fini son challenge Manjaro. Manjaro ne l'a pas satisfait, ça m'aurait pas satisfait non plus. C'est un entre-deux que j'aime pas Manjaro. On n'est ni sur la bonne distribution de Barbu, Arch Linux, Gentoo, où il n'y a pas de vision originale, on nous fournit les choses vanilla et c'est à nous de les customiser après. Là, Manjaro, il y a quand même un gros travail qui est fait par-dessus pour le rendre plus beau, pour ajouter des outils, pour ce qui va plaire à certaines personnes, mais qui va pas plaire aux gens qui aiment ces distributions un peu brutes. Et en même temps, on n'est pas sur quelque chose de stable et de complètement fini, comme typiquement une Linux Mint ou une Ubuntu, une Pop! OS ou ce genre de choses. Mais regardez la vidéo de Vince, il explique bien. Typiquement sur Arch, les bases Arch, et donc sur Manjaro, quand vous installez un logiciel, on va vous demander de choisir les dépendances, enfin des trucs qu'on voit que là et qui sont géniales pour certains. Et pour moi, vous savez, si vous connaissez ma chaîne, que j'adore Arch Linux, moi ça me dérange pas, mais je ne comprends pas la proposition de Manjaro. C'est ni facile, ni stable, enfin bref. Voilà. Donc il n'a pas été satisfait et donc on lui a demandé à la commu pour le prochain défi, qu'est-ce qu'il fallait qu'il choisisse comme distribution qui serait la simplicité, la performance, la stabilité pour une transition Windows à Linux pour le gaming et le multimédia. Et c'est Manjaro qui est en train de l'emporter. Je pense que c'est Manjaro qui va gagner. Il y a marqué fin du vote jeudi 17 au soir, mais je me jette à l'eau. Je pense que j'ai dit Manjaro, que c'est Linux Mint qui va gagner. Hein. C'est Linux Mint qui est élu. Je pense que c'est un très bon choix. On va voir pourquoi. On va voir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas si vieillotte que ça. Elle va pas poser de problème de performance tant que ça. Enfin, même pas du tout. On va voir. Hein. On va voir qu'on peut quand même la bidouiller si on en a envie et que c'est effectivement un très 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 bon choix. Donc je vais suivre son défi et lui va vous montrer plutôt le côté AMD de la force et moi je vais vous montrer plutôt le côté Nvidia de la force puisque là je suis sur mon laptop Nvidia Intel. Donc on va pouvoir voir ça un peu ensemble. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Quand on arrive sur ce petit logiciel qui doit s'appeler écran d'accueil, voilà. Et donc il y a premier pas. La première chose à faire, c'est de mettre à jour. Perso, moi je respecte pas cet ordre, je vois pas l'intérêt de faire un instantané système pour le moment. Première chose que je fais, c'est je mets à jour. Donc je lance l'outil de mise à jour, vous allez être guidé, puis je reboot. Que ce soit Linux Mint, que ce soit Manjaro, que ce soit Arch Linux, que ce soit Gentoo, que ce soit Windows, que ce soit macOS, quand on fait une grosse mise à jour, que ça touche au kernel, que ça touche au driver, on reboot. On ne continue pas à faire d'autres choses. C'est la meilleure façon de péter. Donc je fais mes mises à jour, je reboot. Après le reboot, je m'attaque au pilote. Donc je laisse un coup pour voir ce qu'il détecte. Il peut détecter plusieurs choses. Il peut détecter du Intel, il peut détecter pour votre touchpad, il peut détecter rien du tout. La plupart du temps, il ne détectera rien du tout parce que tout est dans le kernel Linux. Là, en l'occurrence, chez moi, il va détecter NVIDIA. Et vous allez avoir le premier choix avec marqué recommander. Vous cochez le recommander, vous faites appliquer et c'est un driver, donc vous redémarrez. Ok. Donc, je mets à jour, je reboot avec le gestionnaire de mise à jour. 2, j'installe les drivers avec le gestionnaire de pilote. J'installe les pilotes avec le gestionnaire de pilote. Je reboot. Je prends le choix recommander. Il y aura marqué recommander en vert à côté. Alors, je suis sur NVIDIA. Pourquoi moi il n'y a pas marqué recommandé? Parce que j'ai déjà bidouillé mon Linux Mint pour avoir le dernier driver NVIDIA. Linux Mint est branché sur. C'est très important d'écouter ça, hein, c'est vraiment très important là. Linux Mint est branché à Ubuntu. Ubuntu a un tout petit peu de retard sur Nvidia, une quinzaine de jours. Et là, il y en a un qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, le 535.98. Du coup, par défaut, normalement ici, on a le 535.86. J'ai fait une bidouille que je vais vous montrer. Cette bidouille, je vais vous la montrer parce que je sais que ça intéresse des gens et je veux montrer qu'on peut être à jour sur toutes les distros. Ne la faites pas, c'est pas la peine. Enfin, sauf si vous voulez vraiment être. Mais surtout, sachez défaire. Si vous commencez à faire des choses comme ça veut dire que vous avez un niveau, s'il y a un problème, de définir que le problème vient de là et que vous savez défaire ce que vous avez fait. Ce qui est mon cas. Donc moi, je peux me permettre de mettre le dernier driver NVIDIA. Sinon, vous attendez 15 jours. Sur votre Arch Linux, quand un driver NVIDIA sort, vous l'avez 4-5 heures après sa sortie. Allez, peut-être 6 ou 7 des fois. Quelques heures après sa sortie, vous avez sur Arch Linux. Sur Ubuntu, il y a une sécurité
il est testé pendant une quinzaine de jours. C'est pour votre bien. Voilà. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment sauter ça. Il suffit de taper PPA NVIDIA, de prendre le premier lien, et on a le PPA. Et alors là, deux solutions s'offrent à nous. Soit on le fait par le terminal, ce qui pour moi pose pas de problème. Donc on copie-colle cette ligne qui ajoute le PPA. Donc un PPA, c'est un dépôt qui va permettre d'ajouter des paquets qui vont se mettre par-dessus votre Mint. Donc soit en ajouter, soit les remplacer. Donc ça ajoute le dépôt. Ensuite, la commande sudo apt update qui update vos dépôts. D'ailleurs, si moi je la tape, vous allez voir le PPA dedans. Je vais virer ce qu'il y a derrière. Hop, sudo apt update. Je vais un peu agrandir. Hop, et là on va le voir, il est là, voilà, il est ici. Hop, PPA Launchpad Content Graphic Driver. Et ensuite on peut faire un sudo apt full upgrade. Et vous allez avoir le dernier NVIDIA qui s'installe. Attention, vous risquez d'avoir des ennuis. Si vous faites ça, il faut savoir réparer, il faut savoir revenir en arrière, hein. Vous pouvez aussi le faire en graphique. Pour le faire en graphique, vous tapez source. Je vais vous expliquer comment on revient en arrière, hein, mais pour pouvoir reboot. Vous allez dans PPA et vous pouvez faire ajouter un PPA. Du coup, vous mettez que le nom du PPA. Donc en l'occurrence, il est là. On peut le voir aussi tout en haut. Bon, c'est pas très important. En l'occurrence, il est là. Donc vous collez, vous remplacez et vous faites valider et ça l'ajoute. Je ne vais pas le faire, c'est déjà fait. Et ça lance le sudo apt update. Okay, quand vous faites ça et que vous appliquez, ça va aussi lancer le sudo apt update. Donc vous allez faire ces deux tâches. Et après, vous passez par l'outil de mise à jour de Mint, vous faites actualiser, et vous allez voir qu'il va avoir marqué driver NVIDIA, sauf si, selon le moment où vous faites ça, le driver du PPA peut être le même que celui par défaut, donc du coup il ne se passera rien. Mais s'il y a un décalage, vous allez avoir NVIDIA qui apparaît dans votre mise à jour et ça va vous mettre les derniers NVIDIA. Ok, donc ça, c'est comment on fait pour le mettre ou pour l'enlever. Pour l'enlever, vous pouvez faire la commande. Mince, j'ai fermé. Vous pouvez faire la commande, mais au lieu de add, il faut remplacer par remove. Si vous voulez le faire par le terminal, puis le apt update, puis le apt full upgrade, et vous allez retourner sur l'ancien driver. Soit vous pouvez passer par là, faire supprimer, et passer par le logiciel de Mint pour upgrade. Voilà. Je viens de le voir encore là, et apparemment il y a plein de gens qui ont des problèmes sur Reddit. Je vous le dis parce que c'est important, hein. La plupart du temps, ce que je vous montre, ça se passe nickel. Une fois de temps en temps, là on voit Air Max, il s'est pris un écran noir. Ok, donc est-ce que ça vaut le coup de bidouiller pour ne pas attendre 15 jours? La réponse pour moi, je vous la répète, je vous l'ai déjà dit, c'est oui, si vous avez le niveau de tout de suite définir d'où vient le problème et le réparer. En l'occurrence, comme je lui dis, je l'ai eu il n'y a pas longtemps sur Ubuntu. Et du coup, moi, ça avait planté quand l'écran noir a lieu. On est obligé de hard reboot, quoi. On est obligé d'éteindre l'ordinateur à l'arrache, de lui couper le courant ou de laisser appuyer si c'est un PC portable. Et ça plantait après l'installation des paquets. Il manquait juste l'update de l'Initram-FS. Si là je suis en train de vous parler en chinois, c'est que typiquement ce genre de truc vous ne devriez pas le faire, hein. L'Initram-FS, c'est une petite image qui se lance après le bootloader, c'est-à-dire après Grub en l'occurrence, ou le système des boots selon les systèmes, et qui va permettre de charger les modules. Et donc c'était à ce moment-là que ça plantait. Donc pour réparer, il suffisait de taper Update Initram FS et de re-rebooter. Et les drivers NVIDIA revenaient et étaient fonctionnels, hein. Une des bonnes façons de le savoir, c'est de lancer NVIDIA Setting et on voit qu'il y a bien le nom de mon driver de ma carte graphique. Ma carte graphique est bien reconnue. C'est une 360 de PC portable. Okay, et donc là, si ça foire, il est vide ou il est même pas là. Okay, donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut se frapper des écrans noirs. Est-ce que ça vaut le coup d'être autant à jour et de ne pas attendre 15 jours? Extrêmement rarement. Et en tout cas, surtout pas si je viens de vous parler en chinois. Si je viens de vous parler en chinois, faites pas ça. Juste vous installez le driver proposé par le gestionnaire de pilote, celui avec marqué recommandé. Et de temps en temps, vous aurez 15 jours d'écart, ce qui, ma foi, n'est pas un drame. C'est même au contraire
d'une certaine façon un avantage puisque ça garantit votre stabilité. Donc après avoir mis à jour et après avoir installé mon pilote NVIDIA, c'est là que j'ai fait mon instantané de système. Donc j'ai fait une sauvegarde de mon système. Et donc j'ai laissé les paramètres par défaut, hein, je ne me suis pas embêté. Et je lui ai dit de m'en faire 2 par mois. Et puis bon, ça il faut j'irai les nettoyer moi-même de temps en temps pour pas laisser non plus plein de sauvegardes. Même si normalement ce sont des sauvegardes incrémentielles, ça prend pas trop de place. Je parle peut-être en chinois, mais là pour le coup c'est pas très grave. Faites votre sauvegarde, ça coûte rien. Et si vous avez un problème, vous pouvez cliquer faire restaurer et vous reviendrez en arrière. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce que j'ai fait là. Le reste, c'est du détail. Ensuite, moi, je me suis aussi monté le kernel. Ok, j'ai mis le dernier kernel et ça, c'est quasiment comme Nvidia. Je vais vous faire quasiment le même discours. On va voir qu'il va un tout petit peu varier parce que c'est moins craignos de bidouiller le kernel parce que ça ne vire pas les anciens. Mais bon, je vais tout vous expliquer déjà pourquoi changer de kernel sur Mint ou pas. Pourquoi ne pas changer de kernel sur Mint aussi. Quand on ouvre le gestionnaire de mise à jour, ici, vous avez un outil pour changer de kernel. Vous avez le choix entre plusieurs noyaux Linux. Le noyau Linux, c'est ce qui gère et reconnaît votre matériel. Par défaut, vous êtes sur le 5.15. Il est quand même vieux. Ok, le 5.15, que ce soit 5 ou 0.15, on s'en fiche. Quand on monte de version, ça veut dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles choses. C'est-à-dire que le 5.16, il apporte des nouvelles choses, le 5.17, il apporte des nouvelles choses. Si on passe à 6, le 6.0 a apporté de nouvelles choses. Alors que le 79, ce sont des mises à jour de sécurité et des corrections de bugs. Le 5.15, c'est ce qu'on appelle un noyau LTS pour Long Term Support. Ok, ça veut dire qu'il va durer plusieurs années. Et pendant toutes ces années, il va recevoir des centaines de mises à jour, parce qu'à la fin, un LTS, c'est 5.15.250. Hein. Il va recevoir des centaines de mises à jour qui ne sont que des corrections de sécurité et des corrections de stabilité, des corrections de bugs. Donc un noyau LTS, c'est ultra stable. Déjà quand il est sélectionné pour devenir un LTS, c'est qu'on considère qu'il est bien mûr. Donc même quand il était que en 5.15.6, je dis une bêtise, enfin au moment où ils ont choisi que ça allait être un LTS, c'est qu'il était considéré comme bien mûr. Et en plus, après toute sa vie, ce noyau, il ne reçoit que des corrections de failles de sécurité et de bugs. Donc ce noyau 5.15, il est génial. Il est génial, il est parfait, il est très performant. Il est tout aussi performant que le dernier noyau qui vient de sortir, sauf dans quelques très rares exceptions. Et le kernel, ça joue souvent que à quelques pourcents. C'est pas un kernel qui va vous faire perdre ou gagner 50%, sauf s'il est trop vieux pour votre matos. S'il est trop vieux pour votre matos, comme le noyau Linux, c'est ce qui reconnaît vos composants. S'il est trop vieux, et on a eu un cas sur GLF, donc sur le Discord, sur la commu Gaming Linux France. On a, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Angel, je crois, son pseudo, excuse-moi Angel, si c'est ça, qui s'est acheté le tout dernier Dell, comment elle s'appelle cette marque, Alienware, s'est acheté le tout dernier Alienware qui coûte une blinde avec la dernière carte graphique AMD. Pour qu'il fonctionne correctement, il lui faut le 6.4. Même le 6.3 ne gère pas bien son PC portable. Il lui faut le 6.4. Donc si vous démarrez votre PC, que vous n'avez pas de Wi-Fi, que vous n'avez pas de Bluetooth, que votre carte graphique est mal gérée, que vous ne bootez pas du tout, c'est sûrement la faute du kernel. Linux Mint vous propose d'aller jusqu'au 6.2. Moi, je vais vous proposer autre chose. Okay, et vous voyez, j'ai toujours le 5.15 d'installer. Et c'est là où je voulais en venir. Changer un kernel, c'est moins grave que changer un driver graphique parce que vous pouvez le choisir au boot. C'est-à-dire que si vous vous ajoutez le 6.4.10 et que pour une raison X ou Y, il est pété, euh, il suffit de reboot. La première option, c'est Linux Mint. Généralement, elle vous met le kernel le plus récent, donc elle va vous lancer le 6.4.10. Mais si vous allez juste la ligne en dessous, ça doit être paramètres supplémentaires de démarrage, enfin c'est en anglais, je ne sais plus comment elle s'appelle, la ligne juste en dessous de votre grub, au lieu de choisir Linux Mint, vous avez le choix des kernels. Et rien ne vous empêche, si vous avez un problème, de vous lancer avec un kernel plus ancien. Donc c'est pas comme le driver Nvidia où le nouveau remplace l'ancien. Et du coup, si le nouveau est pété,
vous avez intérêt à savoir réparer. Le kernel, vous pouvez vous mettre 10 kernels, ça pèse pas lourd un kernel. Bon, au bout d'un moment, vous allez remplir votre boot, il va pas trop aimer votre système. Mais vous pouvez vous mettre 2-3 kernels, c'est pas grave si un des kernels est pété, tant que vous avez compris qu'il suffit de reboot et de choisir la ligne 2 et de passer sur un plus vieux. C'est ce que fait Fedora par exemple. Fedora, vous avez le tout dernier driver tout le temps, ce qui est risqué. Hein, avoir le 6.4.10, c'est risqué. Moi d'ailleurs, il me cause un bug au niveau du Bluetooth, le 6.4.10. Mais c'est risqué, c'est beaucoup moins stable qu'un LTS qui a déjà eu 80, 100, 200 mises à jour. Mais c'est pas tant risqué que ça parce que, par exemple, Fedora garde 3 kernels en réserve. Vous pouvez retourner en arrière. Ubuntu et Debian, je crois que c'est 2. Mais après, Ubuntu et Debian de base, ils donnent des kernels qui sont plus stables et plus testés. Arch Linux, c'est un peu différent. Arch Linux, faites ce que vous voulez. Moi, vous savez, ce que je conseille, c'est d'avoir un current et un LTS en secours. Le LTS, d'ailleurs, peut planter. Ça peut arriver que le LTS plante et que le current marche. C'est juste extrêmement rare. Mais c'est arrivé récemment. On a eu une personne de la communauté GLF. Le LTS, il y a eu une mise à jour du LTS qui pourtant est une mise à jour de correction qui causait ce qu'on appelle des régressions. C'est-à-dire que ça a dû corriger des problèmes, mais ça en a causé d'autres. Et en l'occurrence, ça faisait une régression au niveau du driver GPU AMD, et du coup, il s'est retrouvé avec un black screen. Donc, ça peut arriver qu'un LTS ait un problème, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir les deux, et c'est ce que j'ai fait sur ma mine. Sur ma mine, j'ai carrément trois drivers. J'ai le 5.15 de base, que je laisse, qui fonctionne très bien sur mon ordinateur, il détecte tout, et je me suis mis des kernels gaming, histoire de gagner un peu en latence, de gagner peut-être 2-3 FPS. Je vous ai dit, c'est très important. C'est pas très important, c'est très léger, sauf pour les compétiteurs. Ok, si vous êtes un gros compétiteur qui joue à CS, qui a un écran 240 Hz, etc., là, ça peut valoir le coup. Si vous n'êtes pas un compétiteur, ça, j'en doute, hein, que ça vaille le coup, vous verrez pas forcément la différence. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est le Xormod sur les bases Ubuntu Debian. C'est le Xormod. Il suffit de copier-coller ces trois lignes. Le tout étant de vérifier, bon, vous voyez par défaut, c'est la V3 qui est proposée, que c'est bien la V3 qu'il vous faut. Vous avez ici les listes. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un Intel Core 10e génération. On peut le voir dans mon NeoFetch. Hein. Hop, on peut le voir dans mon NeoFetch. Donc, où il est? Il est ici. 10300H, c'est un i5 10300H, donc 10000 c'est 10e génération, et donc c'est bien le V3 qu'il me faut. Si vous, c'est pas le V3, vous remplacez dans la commande le 3 par un 2 ou par un 4, selon ce qu'il vous faut, ou un 1. Et vous pouvez ajouter le LTS, vous avez son nom ici, donc vous pouvez ajouter à cette commande, en plus d'installer le Linux Xormod x64 V3, vous ajoutez en plus à côté le Linux Xormod LTS x64 V3. Et comme ça, vous avez le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Vous avez le dernier stable en date, le dernier LTS en date, qui est le 6.1.45, qui a eu déjà eu 45 patchs de correction de sécurité et de correction de bugs. Vous avez le Xormod dernière génération qui est le 6.4.10 et vous avez le vieux Linux Mint 5.15 qui a déjà eu 80 updates qui est ultra stable encore en RAB. Et je trouve ça vachement intéressant de faire ça parce que comme ça, vous pouvez voir les avancées de Linux, vous pouvez tester les derniers kernels et comme je le redis, contrairement au driver Nvidia, c'est beaucoup plus safe puisqu'il ne s'écrase pas. Vous avez les trois, il suffira dans Grub de descendre d'une ligne et de choisir celui que vous voulez lancer au lancement si vous rencontrez un problème. Toujours pareil comme Nvidia, ça veut dire si vous faites ça, même si c'est facile, que vous êtes capable de trouver d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'après une mise à jour, votre Bluetooth ne marche plus, votre Wi-Fi ne marche plus, que vous êtes capable de tout de suite vous dire, non pas Linux c'est de la merde, j'en ai marre, mais de vous dire, ah c'est peut-être moi, j'ai mis le dernier kernel, j'ai pris des risques, mon dernier kernel, il doit faire un problème, de reboot et d'essayer le LTS. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai mis quelques extensions, mais ça c'est pas important. Je voulais vous parler encore de Nvidia.
Ok, si vous avez un PC portable, il y a ce mode performance, c'est Ubuntu qui appelle ça performance. Comme on est sur un Mint, il appelle ça performance aussi. Ce mode n'a aucun effet sur les performances en jeu, à part potentiellement les faire baisser. Ce mode s'appelle chez Nvidia le mode Nvidia Only, puisque au lieu d'utiliser les deux GPU, un pour le bureau Intel qui consomme peu et un qui se lance automatiquement pour les jeux vidéo, le Nvidia, qui lui consomme beaucoup plus mais beaucoup plus performant, on utilise Nvidia pour tout. Ce qui a tendance à faire baisser les performances dans les jeux de manière générale, puisqu'au lieu de gérer que les jeux, il gère le bureau plus les jeux. C'est de la merde. Voilà, c'est dit. Dans quelques très rares cas, alors normalement tout ce qui est sur Steam va se lancer automatiquement avec votre driver Nvidia. Ok. Ce qui est sur Lutris, si vous avez un PC portable, j'ai déjà fait un tuto, mais dans préférences, options globales, ici, vous pouvez forcer le driver Nvidia. Vous mettez votre driver et vous activez bien offload. Hop. Euh, Ouais, c'est Mitraviol. Ah, vous activez bien cette option-là et il n'y a pas de souci. Lutris va vous lancer les jeux avec Nvidia. Il existe quelques très très rares cas, je crois que c'est le cas de Minecraft en ce moment, où l'application elle est mal fichue parce que c'est la faute de l'app, hein, je suis désolé, et elle ne dit pas à Nvidia qu'elle doit se lancer avec Nvidia. J'ai un autre cas aussi, c'est comment il s'appelle le jeu? C'est Lotro, Lord, Lord of the Ring Online. Le jeu Lord of the Ring Online, le launcher de l'Outro, par défaut, et là c'est dans les options du launcher, il se met sur Intel. Mais c'est la faute de l'Outro. C'est pas la... Enfin, c'est la faute de l'Outro. Par défaut sur Linux, il fait pas ça sur Windows. Par défaut sur Linux, le launcher dit au jeu de se lancer sur Intel. Il y a une petite option pour lui dire de se lancer sur Nvidia. Ok. À part des extrêmement rares exceptions, il faut rester dans le mode hybride. C'est le meilleur. C'est celui qui est fait pour votre laptop, qui évite qu'il chauffe trop, qui me permet qu'il ait une bonne consommation électrique et que ça pose pas trop de problèmes. Mais effectivement, pour certains jeux, il faut soit ajouter une commande, soit passer en NVIDIA Only. Ils sont très 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 rares. Très 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 rares. Maintenant, si votre PC portable est branché H24 au secteur, vous pouvez vous mettre en NVIDIA Only. Vous risquez quand même de perdre un peu de perf, vous risquez quand même des ennuis parce que toucher à ça, c'est un peu particulier, hein. Toucher à ça, ça peut vous péter, vous risquez de vous frapper un écran noir selon le moment des updates. Mais voilà, si vous voulez prendre le risque, c'est là. Euh, si jamais vous pétez, il faudra supprimer le fichier xconfig. Enfin, bonne chance. Moi, je sais faire, mais toujours pareil. Quand vous touchez à des paramètres aussi importants que la carte graphique, le kernel, ça veut dire que vous savez réparer si après un reboot, vous avez un problème. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire les applications. Moi, j'ai choisi de faire full Flatpak. Le Flatpak, pour moi, a deux gros avantages, deux énormes avantages, et a deux défauts. Ok. Il y en a un qu'on entend souvent de défaut. Je vais commencer par les avantages. Donc moi, j'ai décidé de partir full Flatpak. Je vais ouvrir un petit logiciel que j'ai téléchargé qui s'appelle Flatseal aussi, qui lui servira à vous montrer les inconvénients, mais bon. Alors, je décide de partir full Flatpak, pourquoi? Parce que Flatpak, ça vous permet d'avoir une app qui est conteneurisée, tout est au même endroit, et avec des libres choisis, des dépendances choisies par les développeurs. On peut voir les Flatpak installés en tapant donc Flatpak list. Donc là, on a la liste de tout, et on voit qu'il va nous chercher tout un tas de choses qui sont en fait les bonnes choses choisies par les développeurs spécifiquement pour l'app. Typiquement, l'app Steam, c'est une app qui est développée par Valve. C'est un Flatpak officiel de Valve avec des équipes de Valve qui bossent dessus. Ça garantit le Flatpak d'avoir le meilleur des composants avec son Flatpak. On est tout un tas dans la commu GLF à relever des meilleurs perfs avec le Flatpak. On est tout un tas, hein. On commence vraiment à être très nombreux à avoir remarqué ça. Le Flatpak marche extrêmement bien. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé, hein. Je ne vous aurais pas dit ça il y a un an. Aujourd'hui,
il fonctionne parfaitement bien. Ça, c'est son premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est un conteneur. Il est dans une boîte. En réalité, il y a plus d'avantages que ces deux-là. Je me coupe moi-même. Mais moi, ce sont les deux qui m'intéressent le plus. C'est-à-dire que votre Flatpak, vous cliquez sur supprimer, là. Vous cliquez sur supprimer. Il y a un autre dossier qui peut rester, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein. Si Linux Mint le supprime bien, en faisant CTRL H dans var app, il peut rester un dossier là, Steam, peut-être, c'est même pas sûr, peut-être que Steam, peut-être que le logiciel, la Logitech de Mint le nettoie bien. Mais en tout cas, une fois que vous avez fait ça, votre Steam est désinstallé proprement et si vous le réinstallez, il est réinstallé proprement parce qu'une application, ça peut péter. Qu'elle soit en .deb, en .rpm, sur Arch Linux, sur Windows, sur macOS, ça nous est tous arrivé de péter une app. Franchement, si vous n'avez jamais réinstallé une app et avant elle marchait plus et après réinstallation elle remarche, je ne comprends pas. Moi, c'est un truc qui m'arrive régulièrement. Une app pète, je la désinstalle, je la réinstalle, elle marche. Sur Windows, c'est un peu compliqué parce que Steam, il fout des trucs partout. Sur Linux, c'est limite encore pire, je trouve. Le point .deb de Steam, il en fout partout. Donc je fais CTRL H pour afficher les fichiers cachés. Il en fout dans local, dans config, il en fout dans cache, il en met partout. Et du coup, des fois, vous pouvez avoir un problème, désinstaller l'app, réinstaller l'app, mais ça ne corrige pas le problème. Vous êtes foutu. Le Flatpak, je l'adore pour ça. Donc je répète les deux raisons. La première raison, c'est censé, et pour moi c'est le cas aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas avant, mais c'est censé être le top des librairies qui sont fournies avec. Ça lui fait une petite boîte à votre Steam avec le meilleur de ce qu'il lui faut. Pas des trucs trop vieux, pas des trucs trop récents, ce qu'il lui faut. Et le deuxième, c'est que c'est contenu dans une boîte, donc facilement nettoyable en cas de problème. Okay. Alors, il y en a d'autres sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que moi je m'en fous. Entre autres, il y a plus de sécurité, il y a plein de choses qui sont bloquées, et pour les amoureux du libre, ça permet par exemple, on n'a pas forcément envie que Discord ait accès à tout notre PC, et donc là typiquement Discord, il a un accès assez limité à notre PC par défaut, ce qui peut avoir des avantages et des inconvénients, je vais en parler juste après, des inconvénients des Flatpak. Il y a aussi, typiquement quand on installe des apps KDE, c'est le point 2 ça, mais je n'ai pas parlé de cet aspect-là. Vous allez installer par exemple Kdenlive. Si vous l'installez en Flatpak, tout sera containerisé. Si vous ne l'installez pas en Flatpak, ça va en mettre partout. Les défauts maintenant. Alors les défauts, pour moi, il y en a deux principaux. Un qui a sûrement dû arriver à ce monsieur là par exemple, qui dit bah, le Flatpak il marche pas, le normal il fonctionne. Alors que vous voyez que plein de gens sont contents autour, hein. Un Flatpak il est censé fonctionner pareil pour tout le monde. C'est un peu le principe du Flatpak. Et ça c'est un truc que j'aimerais vous dire. Quand quelque chose ne fonctionne pas chez vous, moi je pense que ce monsieur il a fait une erreur de mettre une étoile au Flatpak. Je pense qu'il a fait une erreur. C'est pas, c'est rarement, extrêmement rarement de la faute du logiciel. En tout cas, c'est mon expérience. Si tout le monde dit ça marche, attention, hein. S'il y avait tout le monde qui mettait une étoile et un qui en mettait 5, c'est une autre histoire. Mais quand vous tapez par exemple, c'est pareil pour les jeux. Il y a un très bon site pour voir si les jeux fonctionnent sur les Linux qui s'appelle ProtonDB. Vous tapez Cyberpunk par exemple. Cyberpunk. Si un jeu est Gold ou encore au-dessus Platine, ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui ont réussi à le faire fonctionner. Donc ceux chez qui ça ne fonctionne pas, pour moi, il y a moins d'1% de chance que ce ne soit pas eux qui aient fait quelque chose de travers. Concrètement, pour moi, il y a moins d'1% de chance où, ok, c'est vrai, c'est la distro qui a fait, enfin, avec le Flatpak, je ne vois pas comment c'est possible, mais bon, c'est la distro qui a mal packagé Steam ou je sais pas quoi, ok, peut-être que c'est la faute de la distro. Il y a un petit pourcentage de chance que ça soit matériel. Ok, ouais, lui déjà, on voit que c'est un bidouilleur, hein. Il parle que Cyberpunk, il n'y a rien à faire, il nous met des commandes, on voit que c'est un bidouilleur le pauvre. Désolé Mike, mais ça se voit que c'est un gars qui fait des trucs bizarres. Cyberpunk, on clique sur installer, on joue, ça marche. Donc je répète, il y a un petit pourcentage de chances que ce soit la faute de la distro qui est mal packagée. Du coup, ça dans le cas du Flatpak, on oublie, c'est pas possible. Et il y a un petit pourcentage de chances que, ok, votre PC il est un peu particulier, il est un peu différent des autres, il est mal supporté par Linux. Ça peut arriver. Typiquement avec l'histoire des kernels dont je vous ai raconté tout à l'heure. Vous avez un PC très récent, un kernel tout vieux.
Ok, ça peut être là le problème. Dans la majeure partie des cas, vous avez loupé un truc. En l'occurrence, je pense que ce monsieur-là, ce qu'il a loupé, c'est que Flatpak, je vous ai montré tout à l'heure, Flatpak list, ça télécharge tout un tas de petites choses là, et ça télécharge un petit blob pour Mesa, des petits paquets pour Mesa, et des petits paquets pour Nvidia. Il est là, voilà. On voit qu'il y a le 535.86 parce que c'est celui que j'avais de base. Et donc là, il y a le 535.98 parce que je l'ai ajouté après. Et il faut que Flatpak soit synchronisé avec NVIDIA. Donc raison de plus pour ne pas prendre le risque de trop mettre à jour votre NVIDIA et attendre vos 15 jours. Comme ça, vous êtes sûr que le Flatpak est bien synchronisé. Mais aussi, Flatpak détecte après mise à jour qu'il y a le nouveau driver et vous télécharge les dépendances en conséquence. Je ne sais pas si j'étais clair. Ce que je veux dire par là, c'est que le Flatpak, il m'a téléchargé le blob NVIDIA 535.98 après que j'ai téléchargé le 535.98. Il ne le fait pas par anticipation. Ce qui fait que, et ça j'avoue c'est mal fait. Je dis c'est sa faute, en vrai c'est pas sa faute, c'est pas facile. Ça c'est mal fait. J'espère qu'un jour ça sera corrigé. Ce qui fait que ce qui peut arriver, c'est que vous mettez à jour votre Mint, il vous met le dernier driver NVIDIA, et s'il faut, il vous met pas le dernier Flatpak. Donc il faut réactualiser ou forcer en faisant un Flatpak update. Et ça c'est vraiment mal vu. Voilà. Ça je suis d'accord. En fait si, quelque part il mérite de se prendre une étoile de temps en temps le Flatpak, parce que ça c'est un truc qu'il faudrait changer. Le deuxième défaut du Flatpak, et il n'est pas des moindres, hein, il est très simple pour les anciens, moi il me pose aucun problème, mais pour les nouveaux je comprends que je comprends que ça les rend fous. C'est que ok c'est plus sécurisé, mais parfois c'est trop sécurisé par défaut, et surtout c'est pas intuitif. Votre application Android, c'est un genre de Flatpak. Et par défaut, elle est ultra bloquée. Votre application Android ou iOS, elle bloque tout. Quand vous allez demander à une application, si l'application va avoir besoin de quelque chose, de l'appareil photo ou d'accéder à un dossier, vous allez avoir un pop-up sur votre téléphone qui apparaît et qui vous dit Facebook veut accéder à tel dossier, l'appareil photo veut accéder à appareil photo, c'est un peu bête mais c'est des trucs que j'ai vus. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui une seule fois, oui à chaque fois que l'app est ouverte, oui tout le temps. Vous voyez ce truc? Sur Flatpak, on l'a pas et c'est bien dommage. Ce qui fait que votre Steam Flatpak, il est ultra fermé par défaut. Si on lui donne accès à tout, il n'aime pas du tout en plus. On pourrait avoir l'idée de faire ça, mais il démarra plus. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il a fait aussi, le gars, hein. Il a peut-être donné l'accès à tout, ça c'est un grand classique. Quand on commence à avoir un peu l'habitude des Flatpak, mais pas trop, on se dit ah les Flatpak fait chier avec la sécurité, moi je m'en fous, je veux que mon Steam il ait accès à tout. On lui met l'accès à tout et Steam il n'aime pas du tout ça. Si je fais ça, il démarre plus. Donc c'est peut-être ça qu'il a fait aussi. Et du coup, si vous voulez ajouter un dossier de jeu, il faut appuyer sur plus là, il faut télécharger Flatseed, ce logiciel, et là mettre le chemin de votre dossier de jeu. Pas celui par défaut, hein, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire ça pour installer Steam basiquement. Mais vous savez, si vous voulez ajouter un répertoire, c'est dans Steam, paramètres, il me semble que c'est dans stockage, voilà. Et là, vous pouvez ajouter un dossier, vous voyez. Eh ben, là, il y a des chances qu'il ne voit pas certains dossiers ou qui ne voit pas surtout de second disque dur. Si c'est sur un second disque dur, c'est sûr que le Steam Flatpak il ne le verra pas, alors que le Steam.deb le verra. Et du coup, il faut rajouter le chemin du disque dur dans Flatseed. Néanmoins, ce n'est pas un bug, c'est le fonctionnement normal des Flatpak. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Souvent, quand vous avez un problème, c'est un peu de votre faute aussi. C'est parce que si je tape Steam Flatpak, que je prends le premier site, il y a quand même que ça à savoir et c'est marqué. C'est marqué. Sur la page officielle de Steam Flatpak, qui est le premier truc qui vient quand on tape Steam Flatpak, il y a marqué que pour ajouter un dossier qui est non prévu à la base par le Flatpak, il y a cette commande et il faut remplacer Path to your Steam Library par le chemin où se trouvent vos jeux Steam. Voilà. Donc ça c'est un truc à savoir et c'est pas fou pour les Flatpak. Donc ce sont les deux gros défauts. Mais pour moi, à mon niveau, si je comprends que pour un débutant avec Flatpak, ils se prennent un vent,
Mais pour moi, à mon niveau, ça me pose pas de problème. Gérer ça, ça me pose pas de problème. C'est toujours pareil, c'est est-ce que ça va vous venir de suite? C'est comme Nvidia, oui, c'est ça, c'est comme le driver Nvidia, c'est comme le kernel. Est-ce que ça va vous venir de suite? Ou est-ce que si demain votre Steam détecte pas un fichier, est-ce que ça va vous mettre 2 heures à trouver la solution? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est bon là, c'est assimilé. Donc pour moi, les avantages supplantent les défauts, puisque les défauts, quelque part, ils sont maîtrisés. Ok. Donc c'est la question que vous devez vous poser. Mais voilà, ne faites pas que ça a quand même deux énormes avantages, mais de temps en temps, on peut avoir des petits problèmes de droit. De temps en temps, on peut avoir des petits problèmes de synchronisation et bien penser à faire un petit Flatpak update ou à relancer 2 fois d'affilée les mises à jour, hein, ça peut aider. J'avoue, c'est pas fou, hein. Franchement, j'avoue, c'est pas fou. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des avantages en échange. Alors, j'ai mis aussi quelques extensions. Hop, j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis, donc c'est là dans télécharger. J'ai mis pour avoir le bord transparent. J'ai mis pour mettre un logo en transparence. Je pense que je mettrai mon logo. Je vais voir. Je vais peut-être le virer ça. Et j'ai mis Dynamic Wallpaper. Donc avec le fond d'écran qui change selon l'heure de la journée. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai quand même fait pas mal de choses. Je pense que la vidéo est quand même assez longue. Que ça fait un moment que ça enregistre. 36 minutes. Je pensais que c'était encore plus long que ça. Bon, j'espère vous avoir appris plein de trucs. Je vais rester, moi, le plus longtemps possible sur un Mint pour faire ce petit Mint Challenge avec Vince et vous expliquer un peu si je rencontre des problèmes. Je pense que je vais pas en rencontrer hors ce que j'ai bidouillé. C'est-à-dire je vais avoir des petits problèmes de kernel, comme je vous disais, de Bluetooth, de je sais pas quoi. Mais ça, c'est moi qui ai bidouillé quelque part, c'est moi qui l'ai cherché. Et ça sera pas très grave, il suffira que je reboot sur un ancien. Et je vais peut-être avoir des problèmes de driver Nvidia, un classique. Mais pareil, je sais faire. Et pareil, ça sera de ma faute parce que j'ai touché. Je pense pas que je vais avoir beaucoup de problèmes. Mint est extrêmement stable. Avec ou sans les modifications de kernel et de Nvidia, elle est très performante. Concrètement, toutes les distros Linux se valent à peu près à condition qu'on ait des drivers à peu près à jour. Graphiques, des drivers graphiques. Et surtout avec Nvidia, le blob graphique, le blob propriétaire fait quasiment tout le boulot. Donc Nvidia, si vous êtes à jour sur le driver, vous êtes quand même pas trop mal, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et voilà, j'espère vous avoir appris des choses. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et Vince, tu désinstalleras Mint avant moi, c'est moi qui vais gagner le Mint Challenge. Allez, à la prochaine, ciao.